À vous tous qui nous écoutez fidèlement, RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une très bonne fin de nuit. Retrouvons Philippe Bouvard et cette émission du 10 août 1995, entouré d'Evelyne Leclerc, Sim, Pierre Bellemare et Jacques Pradel. Question de Madame Bouli de Paris. Qu'est-ce que l'azoospermie? Ça s'écrit A-Z-2-O-S-P-E-R-M-I. Je sais, la zoospermie, oui. C'est l'insémination artificielle des animaux dans les zoos. Non, c'est la tendance qu'ont certains animaux à se reproduire tout le temps, à ne jamais rater une occasion de se reproduire. Ah oui, comme moi. Oui, comme nous. Ça se passe dans un non zoo. Non, non, ça serait trop simple. Ah, mais zoo pour animaux, spermie Et en plus, cette question tombe bien parce qu'il y a eu ces jours-ci, dans la presse médicale puis généraliste, des papiers qui dénonçaient cette tendance nouvelle observée principalement dans la population française masculine. La zoospermie. C'est L''A. C'est une déviation sexuelle. mais c'est l'appauvrissement du sperme. Exactement. Mais Ah oui, mais il fallait prononcer. Ah oui. L'azo, L'', le A étant privatif, effectivement, dans le sperme, on trouve de moins en moins de spermatozoïdes. Ouais. Non. Excellente réponse de Jacques Pradel. Ouais. Là, vous m'avez alors, fait un coin. Il y a une Que autre, sont-ils devenus? il y a une autre théorie, c'est la panspermie. J'avais confondu avec la panspermie. Pan du grec pan, n'est-ce pas? Du grec tutu pan. Oui, mais- Voilà, c'est ça. Et c'est donc la tendance qu'aurait un certain nombre d'espèces, dont l'espèce humaine, à se reproduire le plus souvent possible dans toutes les occasions possibles. Mais il y Alors, a de moins en moins de spermatozoïdes. alors là, c'est quand même très grave parce que Est-ce que ça, on peut le voir soi-même avec une Avec loupe? une loupe, oui. Très forte. Hein. c'est curieux comme une question scientifique dérape avec vous. Il s'agit quand même d'un phénomène inquiétant puisqu'il menace la natalité et donc la reproduction de l'espèce. Cela dit, avec 1,5 million, on a quand même le choix. De toute façon, il y en a toujours Je crois un seul que... qui arrive. Non, c'est très, Un seul très à rapidement l'arrivée. la stérilité. Hein. Ah oui. Il faut vraiment gâcher énormément pour avoir une chance de rencontrer l'ovule de madame. Hein. Mais dans C'est- un trou, il y a 1,5 million. Ça, c'est bien franchement, dit, faut ça. le dire. Hein. Ça, vraiment, qu'est-ce qu'on se donne comme mal. Hein, c'est normal qu'on s'est épuisé au bout d'un certain temps. C'est pourquoi je suis passé de l'autre côté, c'est fini. Hein. C'est un vrai gâchis, hein. Je comprends pas, il parle de ça avec un mouchoir dans la main. J'ai le droit de me moucher, oui ou non? Enfin. Oh là 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 là, la rapporteuse. Vous étiez averti de cette baisse de tonus, Evelyne? Non, mais moi, vous savez, pour ce qui est de me reproduire, là, c'est Ah non. terminé. Non, mais ça n'a rien je à me voir avec le pose la tonus, question. hein. Non, le tonus Ouais. du spermatozoïde, Ah oui. pas de l'homme. Ah oui, pas parce de que l'homme. ça, Au contraire, l'homme, plus il sait qu'il a peu de chances de se reproduire, et plus il s'active. Hein. Non, Cher mais tonton compagnie- Pierre, je crois que vous avez négligé la narine droite. Julien a du mal. Hein. C'est drôle parce que Monsieur Bellemare, qui est plutôt un personnage pudique, offre en spectacle à tout le public du grand studio un véritable curetage nasal. Mais il a 2 mouchoirs. Hein. Là, il vient d'utiliser le deuxième. Et il s'essuie les moustaches après. Comme Evelyne. Au secours! Pitié! Non, mais je m'inquiète, Philippe. Quelle est la raison de cette baisse de forme, je dirais? Je C'est crois pas une que baisse c'est- de forme, elle m'énerve. Non, alors. Non, il de parle pas de qualité. Non, de qualité, attendez, de qualité. moi j'ai lu les articles. Il parlait d'abord de notre environnement qui laisse à désirer. La nourriture, peut-être. Oui. Il parlait aussi d'un certain stress qui atteint l'homme moderne. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond, c'est que l'homme hésite à se reproduire maintenant parce qu'il n'est pas sûr du lendemain pour ses enfants. Quand vous dites l'homme moderne, méfiez-vous, c'est un catalogue de vente par correspondance. C'est inquiétant. Très inquiétant. Parce que si la natalité baisse, il va de nouveau y avoir de la place dans le métro, devant les péages, dans les crèches, Je suis partout. pas prête de trouver un fiancé, moi, avec tout ça. Question de Monsieur Buisseret. Que considère-t-on comme une qualité sur le plan physique et comme un défaut sur le plan moral? C'est le même mot. C'est le même mot. Bien sûr, oui. Alors, il y a une acception figurée, physique, dans le premier cas, et puis une acception caractérielle dans l'autre. Donc, physiquement, c'est un défaut, c'est ça? Ou c'est le non, contraire? Non, Non. physiquement, Ah bon, faut que c'est je prenne une des qualité. Je cherche parmi toutes les qualités qui sont les miennes. Alors, moi, j'ai l'impression, chère Evelyne, que
l'âge aidant, vous avez davantage cette qualité sur le plan moral et un peu moins sur le plan physique qu'avant. C'est pas la cellulite, Tout ça se tient, si je puis dire. c'est la peau. Non. Il y a quelques années, certainement, enfin, si je vous avais connu jeune, mais bon, on n'a pas pu se rencontrer. La fermeté. Non, c'est pas la fermeté, mais c'est là quelque chose et ça se termine par T. Si je vous avais connu très jeune, parce que vous l'êtes encore, effectivement, vous aviez cette qualité-là sur le plan physique et peut-être que vous l'aviez moins sur le plan moral. Oh, je vais trouver avec toutes ces Alors, un indications. défaut sur le plan moral. C'est un rapport avec le poids. Oui, dans une des deux acceptions, c'est un rapport avec le poids. Ça n'a même de rapport qu'avec le poids. La légèreté. La légèreté, il l'a dit. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Oui, un être léger. Alors là, quand on dit de quelqu'un qu'il est léger sur le plan physique, c'est un hommage. Oui. Quand on dit qu'il est léger sur le plan moral, Oui, c'est vrai. Il il est y a un une peu réserve. léger. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois la fesse lourde et la cuisse légère. Eh oui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Hugo de Nanterre. À quelle occasion la France a-t-elle offert la Statue de la Liberté aux États-Unis, celle qu'on voit dans le port de New York? Pour le premier centenaire des Exactement, États-Unis c'était d'Amérique. le premier centenaire de l'indépendance et elle avait participé à cette indépendance. Bonne réponse de Jacques Pradel. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Comment appelle-t-on une source intermittente qui projette en l'air, verticalement? Un geyser. Oui. Oh, fabuleux. Je m'attendais à ce qu'elle dise un bidet. Ben non. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Il se réveille. Et cette projection, c'est à la fois celle de l'eau bouillante, de la on a une vapeur d'eau et contestation, des là. gaz sulfureux. Une contestation. Vous avez quelque chose à ajouter, Monsieur Bellemare? Oui. Non, on non, rien, parlait c'est sur de- la Statue de la Liberté. Oui, on parlait de... Oui. Ça a donné lieu à une très grande souscription américaine, la Statue de la Liberté. Hein. Mais c'est quand même deux... Non, mais Bartholdi, bien entendu, Bartholdi et est Eiffel. français. Et Eiffel. Et Eiffel, je sais, tout ça. Mais cela dit, ça a été avec une très grande contribution nationale. Comme si C'est-à-dire vous on voulez, leur a vendu, quoi. Non, Vous mais êtes chargé de l'opération, mais ça peut-être, non? coûtait mais ça coûtait très très cher, notamment le socle. La maçonnerie du socle, ça a été gigantesque. Combien C'était- ça a coûté? Ah, je ne sais pas, mais ça a été énorme, énorme. Hein. Oh là 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 là. On a offert presque rien, nous Est-ce trois que boulons. ça, vous l'aviez déjà révélé à quelqu'un, que le socle... Le avec- socle était énorme, non, je j'avais viens pas de- osé. Je viens de l'apprendre. J'avais pas C'est osé. fou, À hein? l'instant. Vous avez déjà été visiter la Statue de la Liberté, quand même. Non, jamais. 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 Il paraît qu'on vous peut n'avez pas entrer à accompagné la l'intérieur. Non. Eh bien, c'est très impressionnant. Le socle, c'est une véritable maison. Hein. C'est Ah oui. Il est très gratte-ciel lourd. à lui seul. Très très lourd. Et cher. Et autrefois, on avait le droit d'aller se promener dans le flambeau. Ah, dans le flambeau, on Bien peut sûr. aller? Il y a une petite passerelle autour du flambeau, on avait le droit d'y aller. Je ne sais pas si on maintenant à nouveau le droit après la restauration. Je ne sais pas. Ah oui. Mais il faut passe se en recommander de hélicoptère, vous, on est comment en ça hauteur. marche, non? On fait la queue pour visiter. Ah oui? C'est une statue qu'on pénètre continuellement, la Statue de la Liberté. Mais vous n'avez jamais visité la colonne Vendôme? Ah, ça, je n'ai jamais. Ah, J'avais moi, pu j'y monter. suis allé, j'ai tourné un film, là. Et vous avez monté tout là-haut. Il y a que des escaliers. Oui, ça- Uniquement. Il n'y a rien autour. Il y a de la maçonnerie. Et on tourne. C'est comme un jeu de con, parce que quand on arrive là-haut, on ne sait pas quoi faire. Alors on redescend. Ah, ça fait une jolie visite, hein? Oui. Mais on peut quand même regarder le paysage d'en haut, non? Ah, je pense bien. Ah oui. C'est ça que j'ai failli me faire bousiller, là, parce que je tournais un film avec Michel Audiard où j'étais censé être un tueur qui visait Claude Rich sur le trottoir face à la Ritz. joaillerie Boucheron. Ah. Et j'étais en train de viser comme ça, évidemment. C'était au moment où il y avait des travaux. Donc, le bas de la colonne Vendôme était entouré d'une palissade avec nos caméras qui me filmaient comme ça. Donc, de l'extérieur des palissades, on voyait pas du tout qu'on faisait du cinéma. Et tout d'un coup, il y a un motard, un policier qui était là, qui me voit avec un fusil à lunettes au-dessus du truc. Le motard, il m'a vu. Il a dégainé aussitôt, et heureusement que j'avais un assistant, j'ai dit, oh, coupez, flanc. Je me suis caché derrière le truc, sans ça, il tirait le type. Je serai pas là ce soir. De Monsieur Gragnon, quelle est l'activité d'un escarpe? Oh, c'est un homme voyou. de rien. C'est un Oui. voyou. C'est un voyou. Un voleur. Alors, un voleur, mais il quelle est la... grimpe. C'est un Il monte. vide-gousset. Un guetteur? Non, si on l'appelle un escarpe, c'est que c'est Parce un qu'il voleur, monte, mais c'est avec celui une qui- caractéristique. Non, il n'y a il pas, pénètre c'est par pas les un monte en fenêtres. l'air. Non. Un pickpocket? Non, c'est un voleur, mais qui a une particularité. À la tire. Qui d'ailleurs incite la justice à sévir contre lui quand elle l'attrape. Il est armé?
Alors, il est généralement armé D'un Donc, couteau. c'est une attaque à Une main arme armée. blanche. et en plus, il peut aller Jusqu'au meurtre. jusqu'au meurtre. Bonne réponse de Sim. C'est un escarpe. Pas Sim, hein. Ah oui, bon. Non. L'autre dont on parlait. Question de Madame Portier. Avec quoi fabriquait-on les premières flûtes? Avec du pain. Avec du roseau. Non, Avec des os d'animaux. Oui, absolument, exactement. ouais. Avec des tibias. Ça y est, ouais. D'ailleurs, vous avez le premier concerto pour des tibia. tibias. Qui, Je crois que c'était des os d'animaux, moi. oui, ça avait vraiment la La forme forme de la d'une flûte, flûte. Bonne réponse de Jacques Pradel. Mais dans des tibias humains? Non, des tibias d'animaux. Humain, bien Des sûr. tibias de mouche ou de... Pour les petites Non, on flûtes, parle quoi. pas des tiens. On parle... C'est drôle que maman, qui est quand même très experte sur la flûte, n'ait rien... Non, mais là, ça ne m'était pas venu à l'esprit. Mais de la même façon qu'on se servait des crânes comme récipient Boire. pour boire. Ouais. Ouais. Question de Madame Longuet. Quand un... Oui. De Ben oui. Saint-Crispa. Quand un Indien porte-t-il une plume sur la droite de la tête? Quand il est célibataire. marié. Oui, quand il est célibataire et qu'il, comme vous... Il souhaite rencontrer l'âme sœur. Exactement. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Et là, Et alors, quand il est marié, il la met à gauche, alors. Mais pourquoi vous portez pas comme ça un petit signe distinctif? Mais vous m'y faites penser. À la prochaine fois, je viens avec. Ah oui, dans certaines îles, à droite, vous les avez dit. dames le montrent avec des fleurs dans Aux l'oreille. Antilles, oui. Bon, au Une moins c'est pointe. plus franc, on Oui. perd pas son temps, on sait où il faut aller. Ou alors un petit clignotant, ou je sais pas, un bip, quelque chose qui nous renseignerait. ou un truc d'hôtel, là. Please not disturb, là. Je vais me le Prière mettre de ne autour pas du cou. déranger, ou prière de faire la chambre. Ouais. Ah oui, ça serait pas mal ça. Entrer sans frapper. Do not masturb. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Elles vous attendent vos grosses têtes dans la nuit des temps du 10 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Evelyne Leclerc, Sim, Pierre Bellemare et Jacques Pradel. Question de Madame Varin. Qu'est-ce que le jusant? C'est la marée qui... C'est pas le C'est la jus marée de- descendante. C'est La le marée flot descendante. de la Voilà. marée descendante. Bonne voilà. réponse de Jacques Pradel. La montante. Mais je l'ai volé à Pierre, là. Je l'ai volé. Je sens que... Alors, c'est quoi la marée montante dans le même... C'est le flot, c'est ça Le flot et le jusant. Oui. Et le jusant, quelquefois, provoque des courants terribles. N'est-ce pas? Le rat blanchard, au bout de la presqu'île de Cotentin. Oui. Une minute de silence pour les 10 nœuds victimes de- du de 10 jusant. nœuds. Ouais. courant. Ah, mais il y a mieux que ça. Il y a c'est la jument, non, qui se trouve dans la baie de pas de Quiberon, mais la sortie du golfe du Morbihan, il y a un courant. oui. 14 nœuds. Oui, oui, énorme. 14 nœuds. Sur une marée de 107 aussi. hein. Mais attendez, C'est je vois pas passionnant. du tout de quoi vous parlez, hein, là. Vous avez laissé votre jument dans la baie de... Dans le golfe du À Morbihan. côté de ouais. Locmariaquet. En plus, ils parlent dans leurs dents, on comprend rien du tout. Non, on partage un amour pour le bateau, la mer. Sim, réveille-toi. Oh, moi, le bateau, j'ai horreur. Pourtant, vous en avez eu un? Oui, c'est pour ça. Et je l'avais acheté pour draguer les filles. Et je m'étais acheté une casquette de yachtman, et j'avais la veste, le blazer avec l'encre de marine et les dorures. Et j'étais dans la baie de Cannes, et j'ai dragué une fille, une belle suédoise, elle fait « Hello, voulez-vous monter sur ma passerelle ?» Alors elle est arrivée. Moi, élégant, je me suis effacé pour la faire passer devant moi. J'ai loupé la passerelle et je suis tombé dans la flotte avec les bouteilles de plastique qui flottaient dans le... Elle s'est retournée, elle m'a pas vu et je l'ai entendu. Où êtes-vous, monsieur? Elle m'a vu émerger au milieu de bidons d'Ariel et de saloperies, quoi. Il y a une merveilleuse histoire comme ça, je ne sais pas, et je lui demanderai d'ailleurs un jour si elle est vraie, parce qu'on me l'a raconté. Roger Pierre rêvait à un moment donné d'avoir un de ces bateaux magnifiques qu'on appelle des rivas, qui sont des c'est beau. bateaux en acajou absolument magnifiques, oui, des canots à moteur. Bon. Et il y a beaucoup de ces rivas sur l'un des quais de Monte-Carlo, où la marque est représentée. Et il achète donc un riva d'occasion, mais il l'achète là. Alors il invite 2-3 personnes, 2-3 filles, etc. Sa première sortie, un riva. Alors ils descendent tous dans ce bateau magnifique, etc. Et là, il met les gaz, très puissant bateau, très très puissant. Il oublie simplement de détacher les deux amarres arrière. Il met en avant emmène tout le le quai tableau arrière. Donc le tableau arrière du bateau reste à quai et il coule instantanément. C'est génial, ça.
Ça m'est arrivé, moi j'ai emmené une bite. J'ai emmené une bite d'amarrage comme ça dans le port de Douarnenez. Tu connais le port de Douarnenez? Oui. C'était une vieille bite qui tenait plus. Et je l'avais encordée, tout ça, et j'avais oublié de la défaire. Je suis parti avec un type, j'ai entendu plouf derrière. J'ai cru que c'était ma femme qui avait la gaffe pour essayer de nous dégager du quai. Bon, là, mais c'est lourd, hein. Alors j'étais obligé de mettre ma combinaison de plongeur sous-marin, je suis genre Cousteau, tu vois. Parce que je fais assez bien de la nage sous-marine, j'ai été défaire le cordage de la bite, et quand je suis revenu, paf, je me suis cogné au fond du bateau. Ah, ça explique la forme du crâne aujourd'hui. Enfin, vous n'étiez pas le Cousteau des épinettes. Oh hein. non. Mais maman est habillée en scaphandrier aujourd'hui. Non, j'ai ici mon homme grenouille, mais il est plus grenouille que homme. Question de Monsieur Debris. Par qui le numéro 1 mondial des échecs, Garry Kasparov, fut-il battu le 31 août 1994? Par Karpov? Non. Un ordinateur? Oui, par un logiciel d'ordinateur qui était vendu dans tous les supermarchés. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Qui a connu bien des échecs dans sa vie, hein? Mais pas que des échecs. Non. Quelque part, c'est attristant. Hein. Des échecs? Qu'on soit battu. Ah oui, l'homme soit battu par ordinateur. Oui, cela dit, attendez, c'est quand même l'homme qui a mis au point l'ordinateur, donc oui, c'est l'homme qui bat l'homme, finalement. Oui. Hein? Oui. Oui. Il n'est jamais d'accord avec Non, vous. jamais. Si. Non, mais c'est son personnage, ça. Je crois qu'il y a un ordinateur qui calcule toujours actuellement le nombre pi. Le nombre pi. Oui, Oui. c'est-à-dire après la virgule, vous voyez. Ah bah ça va très loin, le nombre pi. Il est en train toujours de le faire, ça fait des années qu'il calcule. Et il n'a pas fini, hein? Non, parce qu'il n'y a pas de constante. Mais pourquoi il calcule ça? Parce qu'on voulait arriver à voir jusqu'où on pouvait aller. Parce que 3, 14, 116, c'est juste une approximation. Excusez-moi, j'ai cru qu'il calculait le nombre de pi des oiseaux. Je me demandais pourquoi on essayait de chercher ça. Pardon, j'ai... Non, ou le nombre de papes pi. Les papes pi. Ouais. Oui. Et une belle phrase de Prévert qui disait la pipe au papa du pape pi pue. C'est joli ça, c'est très dur à placer dans la conversation. Je fais à peu près une fois Là, tous les vous 3 l'avez ans. fait magnifique. Alors, merci. Bravo. Voilà. Ah, bravo. Question de Monsieur Charlie. Terrible. En 1789, les couleurs nationales françaises étaient le bleu et le rouge. Qui fit ajouter le blanc? Lafayette. Lafayette. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Mais c'est pour ça qu'on a fait la quinzaine Non, c'est le blanc du roi, blanc. tout simplement. On a fait la quinzaine du blanc au Gary Gary. Lafayette. C'est pour ça. Ça doit être pour ça, ouais. Non, c'était justement d'allier les couleurs de la ville de Paris et la couleur du roi. Sinon, avec des invités comme ça, aujourd'hui, comment voulez-vous que je m'aligne? Pourquoi vous Les répondez montagnes- mieux d'habitude? Des montagnes de culture. Oh oui. Ah oui. Ah, J'ai peut-être eu qu'il des faudrait jours, que je trouve... J'ai eu des jours meilleurs. Et des nuits encore plus agitées. Il faudrait Mais là, elle peut-être que je répond vous pas. trouve une question médicale ou Bah, paramédicale. peut-être, oui, ça Attendez. m'arrangerait. Il faut que je cherche quelque chose que... Qu'est-ce qu'on pourrait donner Ah, non, ça c'est trop difficile. Ah, si, ça c'est peut-être une question qu'elle va trouver. Question de Madame Choucard. Qui se définissait comme l'Errol Flynn des séries B? Ce qui n'a pas empêché de faire une très brillante carrière. Reagan. Oui, Ronald Reagan. Bonne réponse de Pierre Bellemare. C'était une très bonne question médicale, d'ailleurs. Et chez nous, on pourrait dire qui se définissait comme le Verschuren des balles chic. Giscard. Ouais, voilà. Bonne Ah oui. réponse de Jacques Pradel. Question de Monsieur Aubert. Qui, à ses débuts, chantait en arabe sous le pseudonyme de Coco? K.O.K.O. Enrico Macias? Non, elle va peut-être répondre là. Un Français? Il l'était pas à l'époque, il est devenu par la suite. Il s'est fait naturaliser français? Oui, il était peut-être de parents français, mais il était né à l'étranger. Non. Mouloudji. Il est mort. Un Et chanteur, donc. elle a fait des progrès, c'est fou, hein? Ah oui. Avant, bon, elle répondait pas mieux, mais elle comprenait pas les questions. Mais à quelle époque ça? C'était à quelle époque Eh bien, Il y avait des Après-guerre. disques déjà? il y a 30, Oui, juste 30 après-guerre. ans.
Ah non, pas tout à fait après-guerre. Mais c'est un monsieur qui a connu une gloire. Une gloire considérable sous un autre nom que Coco. Mais alors, c'était un chanteur amusant, comique ou chanteur de charme? Non, vous savez, les chanteurs, ils sont comiques quand ils parlent, mais quand ils chantent... Non, mais celui-là, il faisait rigoler ou... Était-il français d'abord? Elle a bien suivi. Non, c'est... Je vais aller faire un tour. Je vais aller faire un petit tour dehors. Je sais pas qui ça peut être. Et il est mort vieux? Non, il est pas mort vieux. Non. C'était pas Dario Moreno ou quelqu'un comme ça, non? Non. Et il est mort il y a 30 ans, vous dites? Non, j'ai dit qu'il a commencé sa carrière Il y a 30 ans. il y a une trentaine d'années. Ringo. Non, et il a dû mourir. Pauvre Il y a, il a tué Ringo. Voilà qui tue Ringo. Il est mort quand? Claude François. Claude François. Voilà, ça y est. Bonne réponse de Jacques Pradel. C'est vrai, il était d'Olivier Alexandrie. Il a participé à la construction du phare d'Alexandrie. Oui, on en reparlera plus tard. Et la boucle est bouclée. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.